cette session de la Convention des territoires 2021 de la SFEN, en partenariat avec le GIFEN, session consacrée à la région SFEN Rhône-Ain-Loire. Vous en avez l'habitude maintenant, nous vous proposons deux tables rondes. À 17h30, nous parlerons emploi, formation et innovation. Mais cette session débute avec la table ronde énergie et environnement, pour laquelle je vous présente nos intervenants. Marc-Simon Jean, directeur de l'action régionale du groupe EDF en région. Karine Perche, chef adjointe du département d'études de la DIPDE. Thierry Priem, de la direction des programmes énergie du CEA de Grenoble. Cette table ronde sera introduite dans quelques instants par Olga Givernet, députée de la 3e circonscription de l'Ain. Mais voici tout de suite un mot d'accueil du président du groupe régional de la SFEN Rhône-Ain-Loire, Jean Liza. Bonjour Jean Liza, nous vous écoutons. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Je vous présente rapidement la SFEN. Donc c'est une association loi 1901 créée en 1973 qui comporte aujourd'hui 3600 adhérents, dont le but est de permettre aux esprits curieux de partager et de faire de nouvelles idées sur l'énergie nucléaire. Nous sommes une communauté scientifique et technique composée de 18 groupes régionaux pour animer la communauté locale et régionale en relation étroite avec Nuclear Valley pour ce qui concerne notre groupe régional, avec lequel nous entretenons des liens extrêmement étroits. Nuclear Valley qui gère les relations avec les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également de Bourgogne-Franche-Comté. Pour notre groupe régional Rhône-Loire, environ 400 adhérents, plus de 2000 sympathisants, et nous sommes en relation avec les 3 autres groupes régionaux qui couvrent la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, demain, vous avez également des interventions de nos collègues qui sont au Tricastin. Notre mission, c'est d'intervenir en milieu scolaire, entre autres, collège secondaire avec des kits pédagogiques que nous venons de remettre à niveau, et dans des écoles d'ingénieurs comme l'IRUP-STP à Saint-Étienne ou l'école des mines de Saint-Étienne, les mines de Nancy également, on intervient depuis cette région. On intervient à l'école catholique des arts et métiers, l'INSA, l'école de management de Lyon, et puis également auprès des universités Lyon 1 et des IUT de la région de Lyon, de l'Ain et de Saint-Étienne. Notre but, c'est d'organiser à peu près une dizaine de conférences et réunions débats par an. Depuis un an, bien évidemment, nous sommes en distanciel, mais nous avons une audience qui augmente et qui a pratiquement doublé grâce à cette technique. Donc nous en réjouissons. Nous organisons aussi beaucoup de visites, soit de complexes industriels, soit de sites comme ITER, le CERN, etc. Malheureusement, également, depuis un an, nous avons mis cette activité-là en sommeil. Nous favorisons les échanges entre professionnels, mais également avec d'autres groupes de personnes que la communauté nucléaire, tels que les leaders d'opinion et le grand public curieux, de plus en plus d'ailleurs, des jeunes et des moins jeunes qui veulent comprendre que ce qui se passe et se faire leurs propres opinions sur les enjeux du changement climatique et de la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone. On participe également au CLI, aux commissions locales d'information des installations nucléaires. Je remercie maintenant particulièrement Madame Olga Givernet d'être présente et d'introduire cette convention pour notre région, ainsi que les 3 participants qui ont été présentés par Stéphane. À vous, merci d'avance. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie. Merci Monsieur Liza pour cette invitation à cette convention sur le nucléaire et sur cette table ronde particulièrement à l'énergie et à l'environnement. Alors moi, si je souhaite participer aux discussions autour du nucléaire, c'est parce que il y a un enjeu fort. La question n'est pas d'être pour ou contre le nucléaire. Pour moi, l'enjeu, c'est d'avoir un mix énergétique en France qui soit le plus équilibré possible. Et je souhaite que le nucléaire prenne toute sa part à l'aune de ces 50% dans cette part du mix énergétique. Le fait de m'y intéresser, c'est aussi de venir en soutien de notre centrale nucléaire sur ce secteur-là, Rhône-Ain-Loire, de la centrale du Bugey.
puisqu'aujourd'hui, nous avons 4 réacteurs sur la centrale du budget et une volonté aussi d'avoir 2 réacteurs, de 2 EPR en plus, pour lequel je milite fortement auprès des instances. Alors la question du nucléaire, pour moi, elle m'est apparue comme essentielle parce que je trouvais que l'image était en désuétude et je ne veux pas qu'on ait un nucléaire vieillissant. Je veux qu'on continue d'investir, même si on réduit cette part, parce que il y a encore des enjeux forts, des enjeux de technologie. La France prend toute sa part dans cette course à la technologie et je crois aujourd'hui que la France a fait les bons choix d'investir dans le nucléaire, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne qui a pu voir des centrales à charbon émerger, ou quand même la Suisse, un pays tout proche de chez moi puisque je suis en zone frontalière, qui a décidé d'abandonner le nucléaire. Aujourd'hui, nos centrales font un apport conséquent sur nos régions, mais elles exportent aussi et j'en suis très fière. La question de l'image, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques d'écologistes que j'appellerais également ayatollahs. Je souhaite qu'aujourd'hui, on puisse avoir une approche d'écologie pragmatique. Le nucléaire en fait partie, de par le fait qu'il y ait une production bas carbone et le fait que nous devions également travailler plus fortement sur la question de la réduction des déchets et du traitement de ces déchets nucléaires. La question de la sûreté et de la sécurité intrigue nos concitoyens aussi. Nous devons nous montrer à la hauteur de ces enjeux-là. Et puis enfin, sur la question de l'environnement, l'intégration d'une centrale, c'est un point important parce qu'elle doit être proche d'un point d'eau et donc la gestion de la ressource en eau est un point qui est important et j'espère que nos intervenants que je salue pourront nous éclairer sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, je crois sincèrement de pouvoir sensibiliser un public toujours plus large sur la question du nucléaire. C'est un enjeu et c'est un enjeu de souveraineté nationale. Je vous remercie. Vous êtes député de la 3e circonscription de l'Ain et vous nous avez fait l'amitié d'introduire cette table ronde énergie-environnement. Table ronde qui va se dérouler en 2 étapes sur le modèle des précédentes que vous avez peut-être suivies cette semaine. Nous allons entendre chacun de nos 3 intervenants et ensuite je leur transmettrai les questions et les réflexions que vous aurez posées par écrit dans la fenêtre de conversation. N'hésitez donc pas à contribuer au débat. Nous débutons cette table ronde avec Marc Simonjean, délégué régional du groupe EDF en région, qui va nous parler du positionnement d'EDF dans notre région très riche sur le plan de la production d'électricité nucléaire, mais pas que. Marc Simonjean, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à toutes, mesdames et messieurs. Donc, moi, je vais essayer de vous parler de l'équilibre électrique et la solidarité énergétique régionale en région Aura. Donc, je suis très content de pouvoir prendre la parole aujourd'hui pour vous parler d'une région dont je découvre chaque jour depuis le 1er octobre, donc date de ma nomination au poste de directeur à l'action régionale d'EDF, le dynamisme et les richesses. Je suis d'autant plus content que venant du nucléaire, je salue l'appui et le dynamisme de la SFEN pour diffuser de manière pédagogique et éclairer l'ensemble des connaissances actuelles sur le nucléaire. Merci donc à Jean de m'avoir confié à cette table ronde. Donc je vous propose une intervention en 2 parties. Une première partie pour dresser le bilan de la production d'énergie et sa diversité en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis une seconde dans laquelle je reviendrai sur l'actualité du nucléaire et son avenir dans la région. Enfin, bien sûr, je me tiendrai à votre disposition pour répondre à vos questions par la suite. Donc, pour dresser un premier état des lieux, je vais m'appuyer sur le bilan électrique 2020 national et régional, communiqué la semaine dernière par RTE. Je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais certains sont importants, je pense, à avoir en tête. Donc, en lien avec la crise sanitaire, qui a entraîné des conséquences importantes sur le système électrique français, sans surprise, ce bilan, il montre que la production d'électricité dans la région, elle a baissé. Alors, elle s'est établie à 113 TWh, soit à peu près 5,4% de moins que 2019. En gros, il faut retenir que on a fait quand même mieux que le national. Nationalement, on a baissé de 7%. Donc la production nucléaire atteint donc en aura un peu plus de 77 TW. Donc ça diminue à peu près de 10% par rapport en 2019. La baisse de cette production a été compensée en partie par une hausse de la production hydraulique.
les réserves hydrauliques se sont bien portées et donc on a pu produire plus de 6,8% de plus que l'année dernière. Et on a également intégré un peu plus de solaire et il y a eu 6% de plus de production de solaire. Donc versus, on a installé plus de 12% de plus de solaire, mais la production solaire, vous savez qu'elle a un facteur de charge qui est un peu moindre, donc elle a augmenté de 6%. Et la production hydraulique en région, c'est à peu près 29 TWh, donc 16 pour EDF. La consommation brute en aura, elle a atteint 62 TWh. Donc vous savez que vous êtes on est dans une région qui produit environ 2 fois plus que ce qu'elle consomme. Donc la consommation, elle a également diminué de 5,6%. Nationalement, c'est une baisse de 3,5% de consommation brute électrique. Donc c'est l'ensemble des consommations d'électricité. Comme partout, la crise sanitaire s'est particulièrement fait ressentir sur la consommation de la grande industrie en 2020, qui chute de 12%, donc par rapport à 2019. À l'échelon national, c'est à peu près les mêmes variations, c'est à peu près 10%, 10,5 exactement. C'est vraiment la baisse de la consommation, elle était vraiment portée par la grande industrie. Donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région économique de France, c'est aussi la première région productrice de France en électricité, elle représente 23% de la production nationale. Et il est intéressant de voir que la production électrique de la région montre un mix énergétique qui évolue. Là aussi, quelques chiffres sont nécessaires. Donc il y a 77% qui sont produits à base d'origine nucléaire, 29% d'origine hydraulique, et puis le reste, c'est 1% solaire, éolien et puis bioénergie. Donc en aura, la filière renouvelable qui inclut l'hydraulique représente en production d'électricité un quart du parc renouvelable français, ce qui est quand même conséquent. En mégawatts installés, en fait, c'est vraiment la filière solaire qui a progressé en pourcentage sur un an. Elle a fait, vous disiez, 12%, exactement 11,5%. Et la filière éolienne, dans une très faible mesure, à 1,3% d'augmentation. Donc, compte tenu de ce mix énergétique majoritairement décarboné, la production d'électricité de la région a été en 2020 l'une des moins émettrices de CO2. Nous savons que dans ce mix énergétique décarboné régional, le nucléaire tient une place très importante. Ainsi, la production nucléaire régionale, elle représente 18% de la production électrique nationale. Et donc, c'est vraiment la région qui produit le plus, comme je le disais. Et elle est suivie après, pour vous donner un ordre d'idée, de deux autres régions, c'est Centre-Val-de-Loire et le Grand Est, qui sont à peu près à 14%. Donc, vous voyez, nous on est à 18, elles sont à 14, donc 20% de moins. Donc en produisant le double de sa consommation, la région opère aussi une solidarité avec les régions voisines, ça a été évoqué par Olga Givernet, et les pays frontaliers comme la Suisse et l'Italie. Donc notre région, elle dispose d'un solde exportateur d'électricité qui s'est établi à plus de 46 TWh en 2020. Donc c'est 30 pour l'Occitanie, on fournit pas mal à la région Occitanie, 12 à l'Italie, 3,4 Bourgogne-Franche-Comté et pratiquement 3 pour la Suisse. Et on importe, parce qu'il y a toujours des flux, un petit peu, donc 2 à peu près, du centre Val-de-Loire. Donc il s'agit cette production d'un atout fort, car cela renforce l'attractivité de la région vis-à-vis des entreprises électro-intensives qui ont des projets d'investissement. C'est un vrai territoire d'accueil pour ces entreprises. Vous savez également que la région, c'est la première région industrielle en France en nombre de salariés. Donc voilà, donc nous le savons tous, mais c'est toujours bien de le répéter. Face au changement climatique, la baisse des émissions de CO2, c'est une priorité majeure. Donc la France fait déjà partie des pays les moins émetteurs de CO2 par habitant en Europe, grâce notamment à son mix électrique nucléaire et renouvelable. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la décarbonation devient un enjeu majeur, donc pour de nombreux usages, mais pas seulement l'électricité. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. En fait, c'est d'abord les transports qui représentent 30% du total des émissions de CO2. Les bâtiments résidentiels et tertiaires, c'est 25% de CO2. Et en fait, l'industrie, dont la production électrique, c'est 20%. Donc en fait, si le secteur de la production d'électricité et de la chaleur est au niveau mondial le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, donc ça c'est clair au niveau mondial, avec 25% des émissions mondiales, en France,
Grâce à la performance carbone du groupe EDF, notamment, le secteur de la production d'électricité et de chaleur ne représente que 6% des émissions. Donc quand on veut lutter sur le réchauffement, il ne faut pas forcément focaliser sur la production d'électricité. C'est 6% des émissions grâce à notre mix énergétique. Donc comme l'a montré le GIEC en 2018, les trajectoires sans dépassement ou avec un dépassement minime de l'objectif de 1,5 degré ne pourront être atteintes qu'avec un accroissement de l'électrification des usages, associé à une accélération de la décarbonation de l'électricité. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est bien s'attaquer aux usages grâce à l'augmentation de l'électricité qui nous permettra d'atteindre les objectifs que l'on se donne en termes de neutralité carbone. Ainsi, la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie devrait passer au niveau européen de 22% aujourd'hui à plus de 50% d'ici 2050. Donc dans la plupart des scénarios visant à atteindre la neutralité carbone, je signale que pour la France, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on est actuellement sur un mix avec 25% d'électricité. Quand je dis 25%, c'est la part dans les énergies de l'électricité, c'est 25%. Et à l'horizon 2050, on vise à peu près à doubler cette part, c'est-à-dire atteindre 50% dans le total des énergies. L'électricité représente 50%. Ça, c'est intégré dans ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et le SNBC, Stratégie nationale bas carbone, donc en France, qui définissent les objectifs donc pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour faire un zoom sur le nucléaire, en France, sur l'ensemble du cycle industriel, chaque kilowattheure produit rejette, selon les études du GIEC, en 2014 et en valeur médiane, 12 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc en comparaison, dans cette même étude, l'éolien est à 11 grammes, l'hydroélectricité à 24 et le photovoltaïque, selon qu'il soit terrestre ou en toiture, se situe entre 41 et 48 grammes. Ces chiffres sur les émissions de CO2 des différentes sources d'électricité sont souvent source de débat. C'est pour ça que je reprends ceux du GIEC, mais globalement, de toute manière, les écarts sont globalement les mêmes, quelles que soient les études. Dans tous les cas, aucun de ces moyens de production n'émet d'émissions directes. C'est important de le rappeler, car nous ne devons pas aujourd'hui opposer les énergies, mais bien comprendre qu'elles sont complémentaires et nécessairement diversifiées. L'intermittence de l'éolien et du solaire est compensée par la flexibilité du nucléaire et de l'hydraulique. Ça, c'est pour garantir la sûreté du réseau, qui joue alors un rôle essentiel pour l'équilibre du réseau, communément appelé, mais c'est vraiment la sûreté qui est derrière du réseau. Et EDF montre toute son expérience dans sa capacité à piloter finement son parc de production pour assurer en permanence l'offre et la demande, tout en jouant un rôle important dans la décarbonation de la production et du système électrique européen. Alors vous savez ou vous savez pas que les centrales nucléaires laissent une marge de manœuvre au réseau pour pouvoir réguler, comme bon lui semble, justement le système électrique. Donc pour atteindre un objectif de neutralité carbone niveau CO2 à l'horizon 2050, il est essentiel pour EDF d'accélérer le développement des énergies renouvelables tout en garantissant la sûreté, la performance, la compétitivité du parc nucléaire existant et du nouveau nucléaire. Il n'y aura pas de solution unique pour garantir une électricité décarbonée, mais un ensemble de solutions, nucléaire, hydraulique, solaire, éolienne terrestre et maritime, chaleur renouvelable, réseau, stockage, notamment ceux des véhicules électriques qui se développent fortement. Il y a 10% maintenant des véhicules qui sont électriques. Outils de gestion des flexibilités des usages et des productions, optimisation des interconnexions. Donc cela m'amène à ma seconde partie, donc la place et l'avenir du nucléaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous le savez, la région compte 14 réacteurs en production, répartis sur 4 centrales, Bugey, donc un réacteur de 900 MW, Saint-Alban, 2 de 1300 MW, Tricastin et Cruas, qui ont chacun 4 réacteurs de 900 MW. Ces centrales produisent près de 80 TWh en moyenne annuelle, 80 en 2018, 86 en 2019 et 77, comme je le disais, en 2020. Quel est l'avenir aujourd'hui du nucléaire dans la région ? Donc d'abord, je voudrais parler de la prolongation de fonctionnement des centrales de 900 MW au-delà de 40 ans. Cela concerne quand même 12 réacteurs dans notre région, sur les 30 français. Le 25 février, nous avons pris connaissance avec satisfaction de la décision de l'autorité de sûreté nucléaire concernant la poursuite d'exploitation de ces réacteurs au-delà de 40 ans. Le programme que nous avions proposé et qui a été accepté par la SN est constitué de modifications d'ampleur des installations. Leur mise en œuvre permettra des améliorations significatives en matière de sûreté.
Donc en fait, c'est bien les centrales, et c'est un peu peut-être difficile à comprendre par certains, qui commencent au plus tôt leur visite décennale, qui atteignent le plus rapidement possible le niveau de sûreté. Donc c'est comme ça. Donc en fait, vous savez que le parc nucléaire se cale toujours sur les exigences des meilleurs standards mondiaux en termes de sûreté. Et c'est pour ça que c'est perpétuellement la maintenance des actions qui fait que on maintient notre niveau de sûreté parmi les plus hauts standards mondiaux. Les engagements que nous avons pris permettront de faire en sorte que la sûreté des réacteurs actuellement en exploitation atteigne un niveau proche de celui des réacteurs de troisième génération de type EPR. Le programme industriel des quatrièmes réexamens périodiques est planifié sur les 15 prochaines années et la majeure partie des améliorations de sûreté seront réalisées lors des visites décennales de chaque réacteur. À date, dans notre région, 2 visites décennales de réacteurs 900 MW ont déjà été réalisées sur Tricastin et Bugey, donc réacteur numéro 1 et numéro 2. Et en 2021, 3 réacteurs feront leur visite décennale. Il s'agit de Bugey 4, Tricastin 2 qui sont en cours et Bugey 5 avec un lancement en juillet. Donc conformément à la demande de l'autorité de sûreté nucléaire, EDF réalisera chaque année un bilan d'avancement des travaux et des capacités à réaliser avec ses partenaires industriels le programme. Vous comprenez que le volume d'activité et de modification est sans précédent pour le parc nucléaire et la filière industrielle. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, avec ces perspectives, un travail important a été réalisé par les centrales avec tous nos partenaires industriels pour leur donner de la visibilité sur la charge et les besoins en compétences. Les initiatives ont été lancées sur tous les territoires. Je peux en citer une sur notre territoire, dans un contexte de relance économique. Il y a crise sanitaire Covid-19 qui frappe durement les entreprises. EDF et le réseau des CCI en Auvergne-Rhône-Alpes ont renforcé leur coopération en faveur du développement économique de leur territoire par le déploiement en juin 2020 d'une plateforme appelée EcoBiz Nucléaire, donc qui vient renforcer en fait les très bons résultats qu'on a. Il y a à peu près 40% de nos achats qui sont réalisés avec des entreprises locales. Donc le principe, ce sont les entreprises PME et TPE, au premier rang desquelles les entreprises territoriales, peuvent bénéficier des marchés de sous-traitance, notamment du grand carénage, ça désigne les visites décennales d'EDF, de la déconstruction et plus globalement du programme industriel des sites nucléaires EDF de la région. Donc la plateforme, elle a pour vocation d'apporter aux entreprises un meilleur éclairage sur les chantiers industriels d'EDF. Donc ça, c'est pour le nucléaire existant. Maintenant, je voudrais parler de nos projets dans le nouveau nucléaire. Comme je vous le disais, le nucléaire dont l'exploitation n'émet pas de CO2, qui produit en base tout en offrant de forts leviers de pilotage et de flexibilité pour s'adapter à la consommation d'électricité, a toute sa place à l'horizon 2050 dans les mix énergétiques décarbonés, aux côtés des énergies renouvelables. Ainsi, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie que je citais précédemment, qui a été présentée par le président de la République en novembre 2018, le gouvernement a décidé d'instruire l'option consistant à construire un programme de 3 paires de réacteurs nucléaires en France. Les travaux sont conduits sous le pilotage des pouvoirs publics qui ont mis en commun un comité des directeurs et défini plusieurs volets de travaux auxquels EDF est associé. C'est dans le cadre de cette instruction qu'EDF prépare pour mi-2021, à la demande du gouvernement, une proposition industrielle de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2 en France. En plus de ce projet de construction d'EPR, EDF souhaite aussi s'engager d'ici 2030 dans le développement d'un démonstrateur de premier plan, c'est le Small Modular Reactor SMR en France. Alors l'année 2020 a déjà permis des avancées dans le développement d'une centrale eau pressurisée de 340 MW, composée de 2 modules de 170 MW. C'est notre réponse française qui est appelée NUWARD. NUWARD, c'est pour Nuclear Forward. Donc ce développement se fait sous pilotage d'EDF avec ses partenaires, le CEA, Naval Group et Technicatom. Il est l'objet d'enveloppe budgétaire de 50 millions d'euros qui est octroyée par l'État et qui est inclus dans le plan de France Relance. En ce qui concerne les réacteurs EPR2, ils seraient construits sur 3 sites, donc Panly-Gravelines, de manière certaine, c'est en termes de sites, et Bugey-Tricastin, ça c'est pour notre région, il y a une petite incertitude. Pour rappel, l'EPR2 est une version optimisée de l'EPR, d'une puissance de 2 fois 1685 MW. Chaque paire produira annuellement l'équivalent de 40% de la consommation d'une région comme Auvergne-Rhône-Alpes. Le calendrier... Oui, j'en ai pour 2 minutes. Je vais me permettre de vous interrompre parce qu'on avait dit 8 minutes, on en est à 14, et on a d'autres gens qui vont intervenir. Et on a justement un moment de questions-réponses qui nous permettront de parler de ces sujets-là.
SMR, PR en région, etc. Ce sera intéressant de vous entendre là-dessus. Mais peut-être qu'on peut passer à Karine Perche, si vous voulez bien. Karine, vous êtes chef adjointe du département d'études de la DIPDE, le parc en exploitation, hein, toujours au sein du groupe EDF, bien sûr. Et vous allez nous dire quelques mots sur les impacts environnementaux des CNPE et ainsi que des stratégies de surveillance. On vous écoute et bonjour Karine Perche. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais donc intervenir rapidement, en fait, je vais évoquer rapidement avec vous et je vous prie de m'excuser par avance parce que comme ça sera rapide, ça sera partiel et j'espère avoir l'occasion peut-être de compléter en fonction de vos questionnements. Je vais donc intervenir sur les liens, les interactions des centrales nucléaires avec l'environnement. Donc les centrales nucléaires, ce sont d'importants sites industriels et comme toute activité industrielle, et j'aurais peut-être tendance à dire comme toute activité tout court, ces installations nucléaires, pour produire de l'électricité, elles vont consommer des ressources, elles vont générer des rejets, générer des déchets. Les installations nucléaires, elles dépendent en fait des ressources naturelles disponibles là où elles sont implantées pour leur fonctionnement. Et l'une des principales dépendances de ces unités de production vis-à-vis du milieu, c'est celle en lien avec la ressource en eau. Pour nous, le Rhône, c'est le point qui était évoqué en introduction par Madame la députée. En effet, en fait, pour fonctionner, les centrales, elles prélèvent dans la rivière ou la mer de l'eau qui est utilisée pour le refroidissement et l'alimentation des circuits. C'est peut-être l'un des impacts d'ailleurs les plus visibles de nos centrales quand on s'approche d'une centrale nucléaire équipée de tours aéro-réfrigérantes, et vous en avez peut-être fait l'expérience. L'une des premières choses que l'on voit, ce sont effectivement ces grandes tours coiffées d'un panache de vapeur d'eau. Le prélèvement d'eau des centrales, il est très variable et fonction de la conception des installations. En fait, il existe deux grandes typologies de conception qui ont une incidence directe sur les prélèvements et la consommation d'eau de nos installations. Vous avez des réacteurs qui sont dits à circuit ouvert, c'est l'une des deux typologies que j'évoquais, comme ceux qu'on trouve à Bugey. Et dans ce cas, l'eau prélevée au milieu vient refroidir le circuit secondaire directement au condenseur et est restituée au milieu. Pour ce type de conception, très adapté en fait aux grands fleuves et aux milieux marins, le prélèvement d'eau avoisine les 50 mètres cubes par seconde en ordre de grandeur. Par contre, en fait, la consommation d'eau, elle, est très faible puisque en fait, on a plus de 96% de l'eau qui est prélevée, qui est directement restituée au milieu aquatique. Donc un prélèvement de plusieurs dizaines de mètres cubes par seconde, mais finalement une consommation très faible puisqu'on a une restitution au milieu. Restitution de l'eau qui est échauffée, l'échauffement de l'eau pour cette conception en circuit ouvert est de quelques degrés. L'autre type de conception, ce sont des circuits qu'on dit à circuit fermé. Ils intègrent l'utilisation des tours aéro-réfrigérantes qui permettent la réduction des prélèvements et la diminution de l'échauffement de l'eau au rejet. Pour ce type de conception, le prélèvement d'eau est réduit, il est de quelques mètres cubes par seconde, mais environ 30 à 40% de cette eau prélevée s'évapore via les tours aéro-réfrigérantes. Et ce sont justement les panaches blancs que vous voyez lorsque vous approchez de la centrale de Cruas, par exemple, si on décide de rester dans notre région Aura. Alors, les prélèvements d'eau, bien sûr, ne sont pas les seules interactions des centrales nucléaires avec leur environnement. Les centrales, ce sont des installations industrielles qui génèrent en particulier, comme je dirais toute installation industrielle, des rejets liquides, gazeux et des déchets. Alors ces rejets, ils peuvent être de différents types. Il y a des rejets thermiques, c'est ce que j'évoquais juste précédemment. Il y a des rejets chimiques aussi, avec des substances assez classiques dans le domaine de l'industrie, comme les chlorures ou les matières en suspension, associées par exemple à nos stations de production d'eau déminéralisée. Des substances plus spécifiques, associées au conditionnement de nos circuits
ou servant au pilotage des réacteurs. Bien entendu, en plus de ces rejets thermiques et rejets chimiques, on a une troisième typologie de rejets qui sont des rejets radioactifs propres à notre activité, à nos installations, qui peuvent être soit des rejets liquides, soit des rejets gazeux. Tous ces rejets et ces prélèvements sont encadrés en fait par des décisions de l'autorité de sûreté nucléaire qui fixent les limites et les modalités de prélèvement et de rejet pour chacun de nos sites. Ces décisions, elles sont prises sur la base d'éléments fournis dans l'étude d'impact de chaque site. Alors, je parle un peu de ce document parce que c'est un document qui est assez central, l'étude d'impact. Son contenu est déterminé par les directives européennes et par la réglementation française, et c'est vraiment le document central qui évalue les impacts potentiels du fonctionnement d'une centrale sur son environnement et sur l'homme. Comme on a pu le voir, en fait, la centrale interagit à différents niveaux avec son environnement dans un cadre qui est bien fixé réglementairement, et ce fonctionnement est particulièrement surveillé. Et je pense que c'est peut-être une caractéristique spécifique en plus des centrales nucléaires. Les sites nucléaires bénéficient en fait d'une surveillance environnementale qui est très poussée. Je devrais même dire assez unique de par son ampleur par rapport aux surveillances qui sont généralement en place sur des sites industriels, même de très gros sites industriels comme des sites Seveso. Cette surveillance, en fait, elle a trois fonctions principales. Une fonction d'alerte, assurée au moyen de mesures qui sont faites en continu. Une fonction de surveillance, associée au suivi de paramètres qui sont réglementés. Et dans ce cas-là, les résultats des analyses sont comparés, soit à des limites à ne pas dépasser, soit à des valeurs guides. Et puis une fonction d'étude et d'expertise. Certaines mesures sont réalisées dans les propres laboratoires d'EDF, implantés sur chaque site. Nous avons sur chacune de nos centrales des laboratoires environnement et des laboratoires de chimie. C'est ainsi environ entre 2000 et 3000 analyses qui sont faites chaque année en fait sur chacun de nos sites en lien avec cette surveillance de l'environnement. Mais nous confions, EDF a décidé de confier en fait à des organismes externes reconnus une partie de sa surveillance environnementale. Par exemple, c'est l'INRAE qui assure historiquement une partie de la surveillance hydroécologique des sites nucléaires, de nos sites nucléaires en bord de Rhône. C'est IFREMER qui intervient dans le même domaine sur la surveillance environnementale de nos sites bord de mer. Ou c'est l'IRSN qui réalise des mesures et des prélèvements, des analyses dans le cadre de la surveillance de la radioactivité de nos sites bord du Rhône, qui intervient donc pour notre compte dans le cadre de la surveillance radioécologique d'un certain nombre de nos sites. Alors l'ensemble de cette surveillance, qu'elle soit faite par EDF ou qu'elle soit faite par des centres d'expertise externes, génère beaucoup de résultats et ces résultats ne restent pas en fait qu'entre EDF et les autorités et l'autorité de sûreté ou les autorités de contrôle. Les centrales nucléaires mettent à la disposition du public des informations qui sont relatives à nos prélèvements, à nos rejets, à la surveillance. Et je pense que c'est important de savoir que chaque année, chaque centrale rédige, par exemple, un rapport annuel d'information du public qui reprend certains de ces éléments. Alors, ces rapports annuels sont à disposition sur Internet. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder au rapport annuel de chacune de nos centrales où vous retrouverez des informations sur nos interactions avec l'environnement. Enfin, et je finirai par cela, l'ensemble des résultats qui sont acquis sur plusieurs décennies, grâce à la surveillance environnementale sur chacune de nos centrales, constitue en fait une base de données d'une grande richesse pour le milieu scientifique. Ces données, elles permettent bien sûr de suivre précisément en fait l'influence de nos installations sur le milieu
et ce sur une longue période. La surveillance, elle a été dimensionnée pour ça. Mais elle nous permet aussi, en fait, de détecter des évolutions tendancielles du milieu, indépendamment même de l'incidence de nos installations. Par exemple, nous avons mené dernièrement une étude en commun entre nos laboratoires de recherche, entre l'IRSTEA et l'Université de Maastricht, sur l'analyse des tendances long terme des communautés piscicoles des grands fleuves français. Cette étude a fait l'objet de publications scientifiques d'excellent niveau. Et ce travail scientifique d'ampleur est complètement basé sur les résultats de la surveillance environnementale des centrales nucléaires que nous avons pu acquérir au cours des 40 dernières années. Très bien. Merci beaucoup. Merci Karine Perche pour cette présentation très claire. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc le débat tout à l'heure sera intéressant. On termine ce tour de table avec Thierry Priem. Thierry Priem, bonjour. Vous représentez le CEA, vous êtes au site de Grenoble et sur ce site, vous êtes au sein de la direction des énergies et vous animez le programme stockage et solutions de flexibilité. Et vous allez donc naturellement nous parler d'hydrogène, solution efficace de décarbonation de l'industrie et du transport lourd, pour peu évidemment qu'on produise cet hydrogène par électrolyse à partir de sources d'énergie elles-mêmes décarbonées, et par exemple le nucléaire. Thierry Priem, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup Stéphane. Bonjour à tous. Donc tout à fait. Moi je vais vous parler d'hydrogène et en guise d'introduction, donc vous rappelez le plan national hydrogène qui a été présenté en septembre dernier donc par le gouvernement en la personne des ministres Monsieur Bruno Le Maire et Madame Barbara Pompili. Ce plan hydrogène est doté d'un budget de 7,2 milliards d'euros sur la décennie à venir, donc à l'horizon de 2030. Ce plan hydrogène s'appuie sur deux principaux piliers. Le premier vise à décarboner l'industrie nationale en produisant un hydrogène tout à fait bas carbone, et ce par la mise en place d'une filière nationale d'électrolyseurs. L'objectif de ce plan est de déployer à l'horizon 2030 6,5 gigawatts d'électrolyseurs sur le territoire national, ce qui correspond peu ou prou à une production annuelle d'hydrogène de l'ordre d'1 mégatonne par an, sachant qu'aujourd'hui, la production française pour les besoins de l'industrie nationale est plutôt aux alentours de 720-750 kilotonnes. Alors tout l'intérêt effectivement de ce plan hydrogène, et Monsieur le Maire l'a très très bien indiqué, c'est que grâce à notre mix énergétique actuel, donc très décarboné, grâce d'une part au nucléaire et d'autre part aux énergies renouvelables, eh bien on est d'ores et déjà en mesure de produire un hydrogène bas carbone, ce qui n'est pas le cas de nos voisins, en particulier, de nos voisins allemands. Alors, je citerai quelques chiffres très rapidement. Aujourd'hui, l'hydrogène est produit principalement par vaporéformage du gaz naturel. Ça représente plus de 95% de la production d'hydrogène. Avec ce procédé, les émissions de CO2 pour produire 1 kg d'hydrogène sont d'environ 9 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène. Aujourd'hui, avec notre mix national tel qu'il est aujourd'hui, l'empreinte carbone de la production de ce kilo d'hydrogène en France est aujourd'hui d'ores et déjà de 2,5 kg par kilo d'hydrogène, donc largement inférieur à ce que l'on produit par réformage du gaz naturel. En revanche, chez nos voisins allemands, typiquement, eh bien, avec leur propre mix énergétique, ils sont déjà au-delà de 15 kg de CO2 par kilo d'hydrogène par électrolyse. Et donc le plan de relance allemand, donc les Allemands ont aussi un plan hydrogène doté de 9 milliards. Et bien dans ce plan allemand, 2 milliards sont dévolus à la production et à l'importation d'hydrogène à partir d'autres pays hors du territoire européen, en particulier à partir de l'Afrique du Nord. Donc on voit déjà que sur ce premier volet du plan hydrogène, donc la France est déjà en position un petit peu d'outsider grâce à son mix énergétique, puisque aujourd'hui on n'aura pas besoin, et ça c'est très très important, de faire appel à une importation d'hydrogène pour s'assurer que cet hydrogène soit fortement décarboné. Le deuxième axe du plan de relance hydrogène concerne la mobilité, et plus particulièrement la mobilité lourde, sachant qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des performances des batteries,
Donc, pour la mobilité légère, hein, pour les véhicules individuels, voire pour les petits véhicules de livraison. Aujourd'hui, bien, si vous suivez l'actualité, les annonces des constructeurs, aujourd'hui, on est tout à fait capable, avec les dernières générations de véhicules électriques disponibles sur le marché, donc batterie, d'avoir des autonomies de l'ordre de 350, 400 km réels. Malheureusement, la solution batterie ne s'appliquera pas à des véhicules lourds et aussi des véhicules intensifs. Donc, on va se retourner cette fois-ci vers la solution hydrogène. Donc, pour la mobilité lourde, alors mobilité lourde, on va entendre la mobilité terrestre, donc ça va être les bus, les autocars, dont les véhicules de livraison, donc les gros camions, mais c'est aussi le ferroviaire, et vous avez peut-être vu passer récemment les annonces de la SNCF qui souhaitent se doter sur des lignes diesel du train hydrogène d'Alstom, hein, le Corrada E-Lint d'Alstom, pour effectivement réduire l'empreinte carbone de ces lignes diesel sur le territoire national, mais c'est aussi le maritime, voire l'aéronautique. Hein. Donc, vous avez peut-être en mémoire les annonces récentes, donc fin d'année dernière, donc d'Airbus sur son annonce d'avoir à disposition des avions hydrogène à l'horizon de 2035. Donc ça, c'est le deuxième pilier de ce programme hydrogène au niveau national. Et puis, il y a un troisième rôle de l'hydrogène. On a évoqué là, précédemment les solutions de flexibilité hein, pour le réseau électrique, donc le nucléaire d'une part, mais plus on entre d'énergie intermittente dans les réseaux de demain, plus il faudra déployer des solutions de flexibilité avec des constantes de temps qui iront de la seconde pour faire de la régulation de fréquence jusqu'à du stockage intersaisonné pour gérer effectivement les fluctuations au cours des différentes saisons. Et là, l'hydrogène pourra demain prendre toute sa place effectivement pour le stockage intersaisonnier de ces énergies renouvelables, donc pour du stockage massif, alors soit sous forme d'hydrogène H2 pur dans des cavités géologiques par exemple, mais aussi dans une logique d'interconnexion des réseaux d'énergie, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a trois principaux réseaux d'énergie qui sont totalement dissociés, un réseau électrique, un réseau de gaz, un réseau de chaleur dans certaines régions, c'est le cas de Grenoble par exemple. Eh bien demain, si on veut avoir de la souplesse, de la flexibilité pour l'ensemble de ces énergies, eh bien c'est de les interconnecter. Et l'hydrogène, effectivement, je dirais un bon outil pour ça, avec ce qu'on appelle le power to gas, donc le power to X, qui consiste à transformer de l'hydrogène en méthane de synthèse, voire au-delà en carburant de synthèse qu'on appelle des électrocarburants. Donc on voit se dessiner demain, donc pour la filière hydrogène, donc en particulier sur notre territoire, trois grands axes: décarboner l'industrie en proposant un hydrogène d'ores et déjà bas carbone, doter la mobilité lourde de solutions à très très faible émission grâce à l'hydrogène, et puis gérer les fluctuations des futurs réseaux énergétiques de demain. Donc ça, c'est la vision nationale. Donc la question que vous allez me poser, mais quid de la région Aura dans cette dynamique? Eh bien, la région est vraiment au cœur du processus, puisque en quelques mots, on peut dire que plus des 3/4 des acteurs nationaux de la filière hydrogène sont localisés dans notre région. C'est typiquement, on a aujourd'hui à peu près 120 acteurs, aussi bien des industriels que des organismes de recherche, que bien évidemment aussi les collectivités locales et territoriales. Alors, au niveau des industriels, on va penser bien évidemment à des grands groupes comme Air Liquide, hein, donc historique sur la production d'hydrogène, mais il existe aussi, je dirais, dans notre région des sociétés, je dirais, de taille plus modeste, mais qui aujourd'hui sont en train de retirer leur épingle du jeu. Alors, je pense tout particulièrement par exemple à McPhy, la société McPhy, qui est basée à la Motte-Fangeaz, donc à côté de Valence, et qui propose aujourd'hui des électrolyseurs alcalins. Donc on est là sur le premier pilier du plan de relance national, ou à la société Symbio, donc basée aujourd'hui à Fontaine à côté de Grenoble, mais qui va se déplacer dans peu de temps à Saint-Fond à côté de Lyon, donc qui est aujourd'hui dans sa structure actuelle, qui est une entreprise commune entre Michelin et Faurecia, et qui a comme objectif de développer des systèmes piles à combustible, justement pour la mobilité hydrogène des futurs véhicules lourds dont je parlais à l'instant. Donc ce sont effectivement deux exemples au niveau d'industriel. Côté recherche, bien évidemment, la région, en particulier Grenoble, c'est vraiment le fief de l'électrochimie. C'est un lieu historique, je dirais, en termes
centres d'organismes de recherche. Alors on peut citer bien évidemment le pôle académique, le CNRS, le CEA bien évidemment aussi là sur Grenoble où je travaille. Et puis les collectivités aussi sont à la manœuvre et sont tout à fait actives. Et là je citerai un exemple emblématique, où j'irai au niveau même de la région, c'est que la région est à l'origine d'un projet qui s'appelle le projet Zero Emission Valley, qui a pour objectif de déployer d'ici quelques années 20 stations hydrogène alimentées principalement par des électrolyseurs que je citais précédemment, pour alimenter plus de 1000 véhicules hydrogène qui seront des véhicules de livraison, qui seront aussi des véhicules lourds, le cas échéant. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, on a 4 stations hydrogène disponibles dans la région, donc une sur Grenoble, une autre sur Lyon, à la gare de TGV de Valence, et enfin une quatrième qui aujourd'hui est opérationnelle à Chambéry. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Donc je vous remercie de votre attention. Merci Thierry Priem, merci beaucoup pour cette concision et cette précision. Tout est très clair sur un sujet qui est pourtant assez technique, mais voilà, c'est tout votre talent de savoir le faire passer. On a des questions, effectivement, on en a beaucoup. La première, elle sera pour vous, Thierry Priem, puisqu'on reste dans le sujet. Je vous demanderai de répondre assez concisement pour qu'on puisse répondre à beaucoup de questions. Que représente la part de production d'électricité supplémentaire nécessaire pour produire l'hydrogène nécessaire au plan hydrogène français? Bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si on veut, à l'horizon 2030, il faudra installer l'équivalent de 6,5 gigawatts d'électrolyseurs. Okay. Donc, comme aujourd'hui, cet hydrogène est principalement produit par réformage du gaz naturel, quasiment pas par électrolyse. Donc, si on veut effectivement remplir cet objectif, il faudra disposer d'une puissance électrique de 6,5 gigawatts, dédiée spécifiquement à la production d'hydrogène. Très bien. Merci Thierry Priem, merci. J'ai une question peut-être pour Maxime Onjean sur les EPR notamment. Pourquoi arrêter, en tout cas programmer l'arrêt des 4 réacteurs de budget d'ici 2035, des réacteurs largement amortis qui fonctionnent parfaitement, si c'est pour y construire 2 EPR plus coûteux? Nous, le groupe EDF, on est là pour appliquer la loi. Il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie. En fait, on aurait très bien pu poser la même question pour Fessenheim. Je rappelle qu'on a fermé Fessenheim alors qu'elle avait tout juste 40 ans d'exploitation. C'était un outil rentable, sûr, et on a dû l'arrêter pour des raisons, je dirais, de règlement, on va dire de loi, quoi. C'est politique. Donc, nous, on applique la loi. Donc là, si on suit la trajectoire dans la PPE, il est indiqué qu'à l'horizon 2035, il doit y avoir 50% du mix électrique qui soit porté par le nucléaire. Et donc, il y a 14 réacteurs qui doivent fermer d'ici cet horizon-là, en plus des 2 réacteurs de Fessenheim. Et on a jamais, bon, voilà, après, on n'a jamais dit quel réacteur fermerait, puisque les réacteurs qui fermeront seront indiqués 3 ans avant leur mise à l'arrêt. Voilà. Très bien, merci. On nous demande, mais je crois que vous n'avez pas encore la réponse, puisqu'on n'a pas encore choisi, enfin le site n'a pas été encore choisi entre Tricastin et Bugey, mais on nous demande si vous pouvez nous en dire où en est l'étude, en tout cas l'étude du site de Bugey pour construire un nouvel EPR. Est-ce que du terrain a été acheté hors site? Et si c'est le cas, combien d'hectares? Et est-ce qu'on en est là déjà? Forcément, on en est là, que ce soit pour Bugey ou Tricastin. Aujourd'hui, on est à la fois sur bien la sécurisation du foncier qui est nécessaire à l'implantation de la paire d'EPR. Je rappelle simplement que il y a 3 paires d'EPR qui sont là en discussion avec le gouvernement, et le gouvernement donc devrait prendre position d'ici fin 2023. Alors pourquoi fin 2023? Tout simplement parce que actuellement, que ce soit le site de Bugey ou le site de Tricastin, nécessite encore l'instruction de dossiers de discussion avec l'ASN. En fait. Donc il y a le séisme, il y a la température chaude. Les EPR2 sont calculés pour résister à une température de 48 degrés à l'extérieur. Et donc tout dépend de ce qu'on nous demande en termes de changement, voilà, de réchauffement climatique. Donc pour l'instant, c'est pas calé avec l'ASN. Le risque inondation et le risque industriel. Voilà. Globalement, les 4 risques pour lesquels on travaille aujourd'hui et qui, à l'horizon 2023, permettront de donner voilà, un dossier
assez claires pour permettre des décisions au gouvernement, sachant que ce dossier, il faut qu'on le remette en mi-2021 déjà. Madame Gilbert, je viens vers vous, hein, mais j'ai une question pour vous en plus et vous allez pouvoir apporter un complément. Mais encore une question à Marc Simonjean qui va faire la suite. Le terrain de Crème-Alville ne pourrait-il pas être retenu pour 2 tranches EPR2? Et encore une fois, nous on s'inscrit dans la loi. Pour l'instant, vous savez, on y va par étapes. Déjà, il y a eu un rapport de Jean-Martin Fols qui a indiqué que les compétences dans le nucléaire étaient quelque part à sécuriser. On s'y attelle. Il y a un plan Excel là-dessus. On essaye vraiment de travailler pour garantir les compétences. On a déjà 3 paires de PR2 à lancer si on nous en donne l'autorisation. On est vraiment d'abord sur ces sujets. Et si vous pouvez, en fait, si vous appliquez PPE plus SNBC à l'horizon 2050, globalement, si vous respectez 60 ans d'exploitation, il y aura que, entre guillemets, 15 gigawatts de nucléaire sur le territoire français. Ça peut poser quelques difficultés puisque on pense que, en tout cas, les scénarios qui sont plus sécurisants pour le réseau. Je rappelle qu'en 2050, ce qui est indiqué dans la SNBC, c'est qu'on baisse de moitié la consommation d'énergie globale. Donc bon, ça, il faut attendre déjà pour voir les tendances. Mais si on en reste là, il y aura que 15 gigawatts. Si on met les 6 paires de PR2, il y aura 10 gigawatts de plus, 25. Donc ça semble pas complètement suffisant pour sécuriser le réseau électrique. Voilà, ce stade vis-à-vis de nos réflexions. Merci. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément. Madame la députée, vous souhaitez apporter un complément? Je vous pose une question tout simplement. EPR2, sur le sujet au Tricastin, qui décide? Qui va décider? Bah, écoutez, déjà, il va y avoir un besoin d'avoir un collectif des élus en fonction de leur volonté de pouvoir soutenir ces projets. Donc, il faut savoir que justement, par département, la volonté, que ce soit à Tricastin ou à Bugey, il commence à y avoir presque une petite opposition. Moi, je voulais apporter un complément de réponse à la première question posée. Pourquoi est-ce qu'on amènerait 2 nouveaux EPR alors qu'il y a déjà 4 réacteurs qui fonctionnent bien? Ces réacteurs fonctionnent bien parce que ils ont déjà une durée de vie assez avancée. Il y a un grand carénage, hein, vous l'avez évoqué, me semble-t-il, pour les prolonger de 10 ans. Mais une centrale nucléaire, elle a une durée de vie quoi qu'il arrive, et donc il y aura un démantèlement et on peut espérer qu'elle puisse être le plus loin possible dans un cadre de sécurité et de sûreté le plus approprié et même le plus évolué possible. D'avoir 2 nouveaux EPR, ça voudrait dire aussi un renouvellement. Moi, quand je parlais tout à l'heure de technologie et d'être à la pointe de ces technologies, c'est aussi savoir se renouveler et de ne pas avoir un nucléaire vieillissant sur son territoire. C'est un gage d'aller de l'avant et de pouvoir proposer ces nouvelles technologies. Donc moi, je pense que de démontrer qu'en fait, c'est pas vraiment un remplacement puisqu'on ne va pas démanteler pour remettre quelque chose à la place. Et effectivement, il y a une question de foncier sous-jacente, mais toujours de donner au site en totalité la possibilité de se renouveler. C'est l'objectif, en tout cas l'objectif politique, parce que c'est une décision évidemment éminemment politique. Vous avez, Madame la députée, dit dans votre introduction tout à l'heure que vous militiez assidûment auprès des différentes instances. Au-delà de ces mots, est-ce que vous pouvez nous dire quelles actions sont menées par les députés, par vous-même, pour promouvoir l'énergie nucléaire, cette base nucléaire dans le mix énergétique à horizon lointain, auprès de la représentation nationale et du gouvernement? Alors en tant que député, c'est d'abord de s'informer auprès des acteurs du sujet et d'avoir toutes les données possibles sur son territoire et au niveau national. Et puis ensuite, c'est effectivement de pouvoir s'adresser au gouvernement. Moi, j'ai pu poser une question orale sans débat au gouvernement précisément sur cette question du nucléaire et sur la centrale du Bugey en particulier. On a pu s'adresser également auprès d'EDF, au président. On a eu une délégation d'élus pour aller le voir et démontrer toute notre volonté de soutenir cette filière sur notre département et dans notre région. Et puis, il y a toutes les discussions un peu en aparté, un peu non officielles, qui permettent de créer une adhésion des collègues députés autour de cette cause, on va dire.
Il y a une question complémentaire, hein. Avant de choisir leur lieu d'implantation, on parle des EPR2, il faut créer les conditions les plus favorables à la décision du président de la République. La majorité parlementaire est-elle pleinement alignée avec cet objectif? Quelle mobilisation au sein du parti majoritaire en faveur du nucléaire? Alors la majorité est large et effectivement elle est parfois divergente. Donc c'est beaucoup de débats en interne. La ministre qui vient de nos rangs, hein, de la majorité, a pu avoir une réticence vis-à-vis du nucléaire. Aujourd'hui, elle a un peu fait évoluer son discours en fonction des objectifs donnés aussi par le président de la République. Moi, je crois qu'à force d'arguments, de démontrer qu'en fait il y a une place pour toutes ces productions et toutes ces productions bas carbone, nous arriverons ensemble à faire les meilleurs choix pour la France. Très bien, merci beaucoup, Madame la députée. Restez un petit peu avec nous si vous avez encore un peu de temps. D'ailleurs, si vous êtes là, j'imagine aussi que c'est pour vous documenter et entendre ce que la filière nucléaire a à dire. Peut-être Marc Simonjean, la région Auvergne-Rhône-Alpes produit déjà beaucoup d'électricité bas carbone par des sources diverses, nucléaire, hydraulique, énergie renouvelable. Partant de ce constat, reste-t-il de la place pour de nouveaux moyens de production, de nouveaux nucléaires ou autres? Est-ce que le territoire est saturé en production d'électricité ou est-ce qu'il reste de la place? Non. Ben, déjà, il n'est pas du tout. Après, chacun peut le regarder comme il l'entend. C'est une question un peu ouverte, mais le territoire, il n'est pas saturé. Ce qui fait la saturation d'un territoire, s'il devait y avoir saturation, ce sont les moyens de transporter l'électricité, donc les moyens d'interconnexion. Donc c'est ça qui limite quelque part, mais il y a encore de la marge, hein. Et en fait, au plus on développe les énergies intermittentes, et au plus on va se doter de moyens d'interconnexion de plus en plus importants qui permettront justement des flux, puisque l'intermittence doit se réguler. Donc donc il y a aucun souci. Enfin, si la question c'est de dire est-ce qu'on peut accepter des EPR sur le territoire, il y a vraiment pas de souci. Très bien. Peut-être une question pour Karine Perche à la DIPDE. Quelles mesures supplémentaires EDF compte prendre au niveau des réacteurs, j'imagine des CNPE, pour faire face au changement climatique? Peut-être à l'élévation des températures, qu'elles soient celles de l'air ou j'imagine celles de l'eau et les problématiques de débit de rivières, de fleuves, etc. Alors ce sujet-là, c'est effectivement un sujet qui a été qui est assez central et qui revient pas mal dans les échanges qu'on a avec le public dans le cadre de la concertation qu'on a menée pour les visites décennales des réacteurs 900 MW. Hein. Vous avez peut-être eu l'occasion de participer à ces échanges. Et dans le cadre de ces échanges, en fait, ont été mis en avant un certain nombre de modifications matérielles qui ont été réalisées sur nos sites pour prendre en compte en particulier, par exemple, les températures élevées qu'on peut rencontrer avec une plus grande fréquence associée au changement climatique. Donc, il y a tout un ensemble de modifications matérielles qui ont été réalisées sur nos réacteurs et qui sont en cours de réalisation dans le cadre en particulier du grand carénage et qui ont pour vocation à améliorer la résilience de nos installations à ce changement climatique. Très bien. Une autre question à laquelle vous pouvez peut-être répondre, vous, Marc Simonjean, mais je vous la pose quand même. Quel impact a eu la crise sanitaire sur le calendrier des visites décennales et en conséquence sur le taux de disponibilité du parc, et en particulier en région? Mais si vous voulez, je peux donner quelques éléments. En fait, comme il a été indiqué, EDF, avec la crise sanitaire, a dû revoir son planning de maintenance. Pourquoi? Parce que il y avait déjà des difficultés de mobilisation de nos prestataires compte tenu de la crise Covid. La crise Covid, je rappelle simplement qu'au début, il avait été indiqué que tout le monde devait regagner son domicile. Donc ça a mis quelques difficultés, je pense, dans toutes les industries, et notamment l'industrie de services continus, comme est un centre de production nucléaire. Donc on a dû reprendre les plannings en fonction de la disponibilité de nos prestataires et puis des règles sanitaires que l'on s'est imposées
dans nos centrales nucléaires. Je rappelle simplement qu'il n'y a pas eu plus de cas Covid parmi les gens qui travaillaient que des gens qui étaient chez eux, puisque nous on a eu pas mal d'études. Enfin, du coup, on était un acteur assez intéressant. On a mis les gens au pic de l'épidémie. On privilégiait des solutions. Pendant 15 jours, les gens étaient chez eux. Puis après, il y avait des équipes qui se remplaçaient. Donc 15 jours au vert, 15 jours au travail. Et donc, on a pu voir que il y avait aussi des gens qui attrapaient le Covid dans le cadre familial, parce que les enfants, parce que ceci, etc. Donc, il n'y avait pas plus de cas à l'extérieur de l'usine. J'aurais tendance à dire même, il y en avait certainement un peu plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, compte tenu des mesures que l'on a prises. Donc voilà. Donc il y a eu un retard par rapport à la programmation de maintenance qui a fait qu'on a, je vous ai indiqué les chiffres, on a baissé à peu près de 7% notre production. Je veux bien croire, Marc Simonjean, que les normes de sécurité à l'intérieur d'un CNPE font que quand il s'agit d'appliquer en plus des gestes barrières comme ceux qu'on nous demande d'appliquer au quotidien, c'est pas une difficulté extrême et ça s'absorbe par les équipes. Bref. Deux questions un peu techniques pour Thierry Priem sur l'hydrogène. Premièrement, dans les périodes d'excédent de production électrique, est-ce que c'est plus économique d'exporter son électricité ou de produire de l'hydrogène avec? En fait, la solution n'est pas unique. La solution n'est pas unique. Tout va dépendre effectivement déjà du prix de l'électricité, parce qu'en fonction du marché spot, eh ben, ça peut être très très variable. Et donc en fait, il y a un équilibre à trouver entre effectivement un modèle économique maximisé. Donc on peut imaginer que vendre son électricité est peut-être la meilleure solution, ou stocker une partie de cette électricité sous forme d'hydrogène. Tout va dépendre effectivement aussi des besoins en hydrogène qu'il y aura à ce moment-là. Est-ce qu'on a besoin d'hydrogène pour l'industrie? Est-ce qu'on va avoir besoin d'hydrogène pour la mobilité? Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est une question que j'ai souvent. Hein, quelle est la meilleure solution? En fait, chaque écosystème est un cas particulier et le point d'équilibre. Alors, je vais peut-être faire une réponse de Normand, même si on est en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, mais la solution n'est jamais unique. Il faut étudier, je dirais, le cas spécifique. Donc presque le cas d'école spécifique, et effectivement il y aura une solution parmi d'autres qui s'avérera la meilleure, mais qui s'appliquera à tous les cas de figure. D'autant plus qu'on peut imaginer que quand on surproduit de l'électricité, c'est que nos voisins surproduisent aussi peut-être à cause des conditions diverses et variées, et que des gens consomment moins et que toute l'Europe consomme moins, qu'on exporte moins et que le prix donc est moins élevé. Enfin voilà, ça c'est ce que j'imagine, mais il peut y avoir des conditions particulières. Une autre question pour vous, Thierry Priem, le coût de l'hydrogène par électrolyse étant de 3 fois celui issu du vaporeformage, à quel horizon est-il envisagé d'améliorer la rentabilité de ce processus? Alors, les objectifs aujourd'hui, si on prend les feuilles de route européennes, hein, donc dans le cadre d'Horizon Europe, visent effectivement d'améliorer l'efficacité, le rendement des électrolyseurs pour rendre cet hydrogène compétitif par rapport typiquement aux 2 euros de production d'hydrogène par kilo par vaporeformage du gaz naturel. Donc, ça passe à la fois par l'amélioration, on va dire, des technologies électrolyseurs matures aujourd'hui qui sont alcalins et électrolyse de type PEM, mais aussi en développant une nouvelle filière là, qui est en émergence, qui est l'électrolyse haute température. Parce que l'électrolyse haute température présente, je dirais, l'intérêt, si on peut disposer d'une chaleur fatale à partir d'un site industriel typiquement, donc énergétiquement gratuite, de réduire significativement le besoin de consommation en électricité de ces électrolyseurs. Donc, on passerait de 65-70% qui est le rendement électrique d'un électrolyseur basse température à 84-85% pour un électrolyseur haute température. De ce fait, dans ces conditions-là, on peut effectivement espérer, avec le développement de cette technologie à une échelle industrielle, d'obtenir un hydrogène de l'ordre de 2 euros le kilo. C'est d'ailleurs l'objectif que c'est fixé, donc la société Genvia tout récemment créée, donc qui n'est pas malheureusement basée dans notre région, mais qui va être sur Béziers, même si les travaux de recherche vont être menés au CEA, donc vont rester, je dirais, dans notre giron régional. L'objectif de cette entreprise, c'est de pouvoir commercialiser d'ici quelques années
des électrolyseurs haute température qui répondront effectivement à ces critères de performance et donc ces critères économiques en termes de prix de production d'hydrogène comparé au réformage du gaz naturel. Merci Thierry Priem. Il nous reste quelques minutes encore et on a encore quelques questions. Marc-Simon Jean, je vous ai coupé tout à l'heure dans votre introduction un petit peu longue mais très intéressante et vous étiez en train de parler du SMR et en l'occurrence de Newhard, le SMR maison de EDF. À quand un démonstrateur SMR en aura? Et j'ai même une question supplémentaire. Si le démonstrateur est en aura, pourra-t-il être près d'une ville pour réutiliser sa chaleur? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore à ce stade, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le développement de ce démonstrateur, là, Newhard. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'à l'horizon 2030, on souhaite en mettre en place. On n'a pas encore défini le lieu et son utilisation. Donc, c'est trop tôt aujourd'hui pour le dire. Très bien. On a une question sur l'EPR 1200 MW. Est-ce que, apparemment, EDF compte le proposer pour la République tchèque? Est-ce qu'il aurait un avenir chez nous? Pour l'instant, je sais pas, mais peut-être que ça peut intéresser. C'est au pays de le dire. Nous, si vous voulez, on offre des solutions. Je sais pas ce que la République tchèque souhaitera sur son territoire. Est-ce que la filière neutron rapide est définitivement abandonnée, me demande-t-on? C'est pas mon collègue de répondre là. Karine Perche, vous avez des informations là-dessus? Non, je n'ai pas d'informations sur la filière neutron rapide. On est d'accord. Ok, eh bien, très bien. Tiens, quelqu'un me demande sur les EPR2, est-ce que les sites en bord de mer ne seront pas privilégiés? Je crois qu'il y en a un de prévu. Hein, là, il y en a deux. Il y en a deux, il y a Penly et Gravelines. Deux paires. Ça fait 4 EPR2, mais deux paires, une à Penly, une à Gravelines. Donc ça, et on souhaite avoir aussi un site en rivière qui c'est soit je dirais, rivière ou si vous voulez, en interne, des fleuves. Mais globalement, c'est soit Bugey, soit Tricastin pour les 3 premières paires de PR2. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Nous avons à peu près épuisé nos questions. Olga Givernet, peut-être un dernier mot. Vous avez introduit cette table ronde. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de conclusion? Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir participé à nos débats. Merci beaucoup à vous. Comme vous le disiez, c'était aussi pour moi la possibilité de m'enrichir encore de connaissances sur la question du mix énergétique, de toutes les productions d'énergie et de la part de chacune. L'hydrogène est un point intéressant et j'avais moi-même aussi posé une question orale sur l'éolienne lorsqu'il avait trop de production, est-ce qu'il pouvait être effectivement transformé en énergie hydrogène. Donc je crois que nous sommes tous sur les mêmes enjeux et les mêmes questionnements. Je vous remercie. On voit très bien que vous avez une petite éolienne au-dessus de votre étagère. Voilà, si vous voulez mettre un... Et j'ai la CNR. J'ai la CNR également, comme beaucoup sur le secteur aussi. On va vous livrer une petite tour aéro-réfrigérante aussi à poser sur l'étagère. Merci beaucoup à tous les quatre, Marc-Simon Jean, Karine Perche, Thierry Priem, Madame la députée Olga Givernet. C'est la fin de cette table ronde énergie-environnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Suite de la convention Spen-Rhône 1 Loire dans quelques minutes, à 17h30 précisément, pour la table ronde emploi, formation, innovation sur le même territoire. À tout de suite, merci. Merci.